Comment gérer facilement son budget, comment même gérer ses finances personnelles, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc salut les cyberindépendants, et aujourd'hui je vais vous partager dans cette vidéo 2 épisodes de podcast que j'ai réalisés il y a plusieurs semaines, dans lequel j'ai donné ma méthode complète pour gérer ses finances personnelles. Donc voilà, vous allez voir, ça va durer un petit moment puisque un épisode dure 30 minutes, il y en a 2 au total, donc il va y avoir à peu près 1 heure de podcast à écouter. Mais à la fin de ce podcast, vous aurez vraiment de très bonnes bases pour commencer à déjà gérer votre argent, mais pour bien sûr vous enrichir. Donc juste avant que je vous partage ici même ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de cyberindépendants qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions à me faire sur mes prochains podcasts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vais inclure évidemment le lien en description de mes podcasts que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, bref sur toutes les plateformes. Mon podcast est partout, Vous pouvez me trouver assez facilement. Donc comme ça, par la suite, vous pourrez découvrir mes prochains podcasts. Allez, bonne écoute à vous et bonne gestion de vos finances personnelles. Salut les cyberindépendants et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, on va parler de finances personnelles. Ah ouais, je suis super enthousiaste aujourd'hui de vous parler de finances personnelles. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet que j'ai bien creusé au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on va parler de finances personnelles. Voilà. Et en plus de ça, je vous ai sondé il y a quelques jours sur mon canal Telegram. D'ailleurs, au passage, on est presque 500. Donc si vous n'êtes pas sur mon canal Telegram, rejoignez-moi. Et vous avez été la majorité à vouloir que je vous parle de finances personnelles. Donc écoutez, les étoiles sont alignées et aujourd'hui, on va donc une fois de plus parler de finances personnelles. Alors tout d'abord, les finances personnelles, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de définition complète sur ça. Vous l'avez compris, c'est les finances, donc la gestion de l'argent, mais à titre personnel. Et ce qui est super intéressant dans les finances personnelles, c'est que aujourd'hui, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, tout tourne autour de l'argent. On va pas se le cacher, si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Tout tourne autour de ça, c'est le principe du capitalisme. Et la gestion des finances personnelles est clairement indispensable si l'on veut vivre correctement dans le monde qui nous entoure. Et le plus surprenant là-dedans, c'est que finalement, on n'en parle quasiment pas. À l'école, on n'apprend pas du tout à gérer ses finances. On va nous dire que c'est aux parents de nous apprendre à gérer les finances, sachant qu'eux-mêmes ne l'ont pas appris à l'école et leurs parents eux-mêmes. C'est-à-dire que personne, concrètement, nous a pris par la main et nous a dit voilà, comment gérer ses finances, ça se passe comme ça. Et finalement, je me rends compte que ce soit dans mon entourage ou même toutes les personnes avec qui j'ai pu parler un petit peu d'argent ou de finances, c'est que rares sont les personnes qui savent réellement gérer leur argent, qui connaissent le pouvoir de l'argent, même qui connaissent les intérêts composés, toutes ces choses-là. Et voilà, c'est un petit peu, on va dire, on dépense un petit peu comme ça au jour le jour, et malheureusement, ça peut coincer pas mal de personnes. Donc c'est ce qu'on va voir tout d'abord avec ce point. Alors j'ai quelques chiffres que j'ai retrouvés, puisque forcément quand on parle de finances personnelles, on a forcément besoin d'aborder le cas de l'endettement, voire même du surendettement. Et j'ai trouvé quelques chiffres qui sont assez intéressants, donc ça vient du Monde. Et dans cet article, on apprend que les Français sont de plus en plus endettés, mais malgré tout sont moins surendettés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un certain contrôle aussi, où il y a peut-être moins de possibilités d'emprunter de l'argent. Et ce qui est intéressant au niveau de ce chiffre, c'est qu'en 20 ans, le nombre de personnes qui sont endettées, le nombre de ménages qui sont endettés a été multiplié par 2. Et c'est ça qui est finalement assez impressionnant, c'est que on a 2 fois plus de personnes en 20 ans qui sont endettées. Et lorsqu'on parle d'endettement, on parle principalement d'endettement
en ce qui concerne les crédits de consommation, c'est-à-dire des crédits pour consommer, c'est le nom de toute façon qui est employé, et les crédits de consommation, comme indiqué, sont faits pour consommer. On n'est pas forcément sur des crédits immobiliers, on n'est pas forcément sur d'autres types de crédits qui visent par exemple au développement d'un projet ou autre. Là, on est vraiment sur du crédit consommation, sur de la consommation pure et dure. Et je cite dans l'article, « La France se singularise par une hausse persistante de l'endettement des ménages depuis 20 ans, contrairement aux autres principaux pays avancés. » Donc là, on parle des autres pays d'Europe principalement, qui sont l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, mais également aussi du Japon. Mais principalement, dans la zone euro, en France, on est un petit peu plus endetté que la moyenne de la zone euro. Et si je vous parle de ça, eh bien, c'est tout simplement pour mettre en relation ce que je viens de dire avec un point que l'on va aborder tout à l'heure dans le podcast. Alors pour commencer, je voulais vous raconter une petite anecdote. C'était pendant les Gilets jaunes. Alors de mémoire, c'était en 2018. On voyait à l'époque, à la télévision, pas mal de reportages autour de ménages, de personnes qui finalement étaient endettées, avaient du mal à finir les fins de mois. Et je me rappelle d'un reportage, alors je crois que c'était sur 7 à 8, il me semble. On voyait une dame qui était assise au bout de sa table et qui n'arrivait pas à finir ses fins de mois. Elle semblait totalement désespérée et tout simplement, complètement perdue, elle voulait manifester, elle en avait marre, elle était vraiment au bout du rouleau. Et cette personne avait une feuille de papier devant elle avec un stylo, et pendant qu'elle parlait, en fait, on avait d'autres plans, en fait, des plans de coupe, où l'on voyait ce qu'elle écrivait sur la feuille, et en fait, cette personne notait la liste de ses dépenses. Et on voyait, en fait, elle mettait loyer, 2 petits points, 500 €, course, 2 petits points, tel montant, nanana, etc., etc. Mais le plus surprenant là-dedans, c'était que la personne n'avait pas l'air d'être au courant de ce qu'elle dépensait réellement. Elle mettait que des chiffres ronds, un petit peu aléatoires finalement. Le loyer, 500, alors que c'était peut-être pas tout à fait le même montant. Encore, le loyer, c'est pas le meilleur exemple, mais l'électricité, par exemple, on avait un montant rond, on n'avait que des montants ronds, et elle semblait un petit peu perdue au niveau de la gestion de ses dépenses, au niveau de ce qui sortait réellement de son compte chaque mois. Et très souvent, on entend les personnes dire, le but, c'est de gagner plus, je veux gagner plus, je veux plus d'argent à la fin du mois, je veux avoir plus d'argent pour m'en sortir. Mais finalement, est-ce réellement la solution, en fait ? Et c'est une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais plus de qui elle est, mais je l'utilise assez souvent lorsque j'aborde le sujet des finances personnelles. C'est que le plus important n'est pas de savoir combien on gagne, mais de savoir combien il nous reste. Et beaucoup de personnes se focalisent uniquement sur le gain d'argent sans pour autant regarder combien ils dépensent réellement chaque mois. Et c'est justement le premier point que l'on va aborder tout de suite. La première règle pour gérer ses finances personnelles, c'est de connaître et d'analyser ses dépenses. Mais c'est tout simple en fait. Comment voulez-vous ajuster vos dépenses, réduire et connaître vos finances si vous ne savez pas réellement combien d'euros sort de votre compte chaque mois ? Et c'est pour ça que je vous ai raconté cette petite anecdote, c'est que cette personne en fait n'était pas claire. Elle savait pas réellement combien d'argent elle dépensait dans chaque pôle de dépenses. Combien elle mettait dans son abonnement téléphonique, combien elle payait son abonnement internet, combien elle payait même un budget moyen au niveau des courses. Et beaucoup de personnes finalement agissent, dépensent leur argent sans même connaître réellement combien ils dépensent. Et ça, on peut le voir dans plein d'aspects. Je vous ai abordé tout à l'heure des chiffres du monde concernant le taux d'endettement. Je vous ai donné cet exemple-là, cette anecdote de la personne qui n'avait pas l'air réellement de savoir combien elle dépense. Et si on met tout ça en corrélation, on se rend compte, même de manière générale, que les personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Alors, je suis en train de travailler sur un concept d'ailleurs par rapport à ça. Je vous en parlerai, je pense, dans un autre podcast. Mais
ça va être pour calculer un petit peu son patrimoine et en fonction de son patrimoine, combien en fait on devrait dépenser pour chaque type, pour chaque pôle de dépenses. Par exemple, combien on devrait mettre maximum pour une voiture, combien on devrait mettre maximum pour un téléphone, en fonction de nos rentrées d'argent et de combien on gagne. Et j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'est en cours, ça sortira bientôt. J'en ferai peut-être d'ailleurs une formation, je verrai un petit peu comment je vais packager ça et comment je vais vous le partager. Mais c'est choquant, c'est réellement choquant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le salaire médian en France, qui est de mémoire 1800 ou 2000 euros par mois, pour, on va dire, respecter ses dépenses et vivre, on va dire, par rapport à ses moyens réels, cette personne ne pourrait pas normalement s'acheter un téléphone à 1200 euros. Et pourtant, on se rend compte que la plupart des personnes le font et elles gagnent beaucoup moins que ça. Et c'est là où finalement il y a un vrai problème. Et les personnes ont recours à un crédit consommation pour justement pallier, on va dire, à cette différence qui est assez élevée entre leur salaire et le bien qu'ils souhaitent acheter, et au final finissent par s'endetter. Et je pense que c'est une des raisons qui explique que l'endettement en France a été multiplié par 2 en 20 ans. Donc revenons au premier point, et comme je vous l'ai dit, le premier point, c'est de connaître et d'analyser ses dépenses. Comment faire ? Finalement, c'est pas très compliqué. L'exemple que je vous ai donné de cette personne qui note ses dépenses sur une feuille est très bon. Finalement, cette personne a raison de le faire, mais il faut le faire vraiment en allant au bout des choses. C'est pas juste prendre une feuille et dire voilà, je crois que mon forfait mobile me coûte 30 euros par mois, allez, je mets 30, alors qu'en fait, si ça se trouve, il coûte 35 ou même 40. Donc pour cette première étape, vous allez prendre une feuille de papier, ou même ça peut être un tableur comme Excel si vous êtes sur Windows par exemple, ou Numbers sur Mac, et vous allez noter scrupuleusement chaque dépense que vous avez chaque mois. C'est personnellement la méthode que j'ai appliquée il y a quelques années maintenant, je crois que ça remonte à 2017, quelque chose comme ça, où en fait dans mon tableau, je notais exactement combien je dépensais chaque mois. Alors en premier, par exemple, vous pouvez mettre votre loyer, combien vous payez de loyer chaque mois, ensuite l'électricité, l'eau, ça peut être après les assurances, donc assurance habitation, ça peut être l'assurance voiture. Ensuite, vous mettez tous vos abonnements, Netflix, abonnement box internet, abonnement téléphone, etc. Et à la fin, vous mettez les dépenses qui, on va dire, sont pas forcément fixes, qui sont pas des prélèvements, comme les premiers postes de dépenses que je vous ai donnés, mais ça peut être par exemple vos courses, ça peut être, vous pouvez avoir un budget par exemple cinéma, voilà, si vous aimez aller au cinéma ou même aller dans les bars, vous savez que en moyenne vous dépensez 20 ou 30 euros par mois au cinéma, etc., etc. C'est à vous de faire après votre tableau comme bon vous semble, comme vous le souhaitez, afin que ce soit pour vous clair, limpide, et qu'en un coup d'œil finalement vous puissiez avoir accès à votre tableau et à vos dépenses. Voilà. Le but, c'est pas vraiment de vous donner un modèle tout fait, parce que on va tous avoir une certaine manière d'analyser les choses et de voir un petit peu de voir un petit peu nos pôles de dépenses. Il y a des personnes qui vont dépenser plus que d'autres, qui vont avoir plus de loisirs, plus de trucs. Donc il n'y a pas forcément de modèle, mais le but c'est vraiment de faire votre modèle, votre tableau. Moi voilà, je vous recommande plutôt de passer par un tableau Excel ou Numbers si vous êtes sur Mac. Moi, c'est ce que j'utilise depuis quelques années maintenant et ça fonctionne très bien, et ça me permet comme ça, en un seul coup d'œil, de voir combien je dépense chaque mois. Et je fais ça depuis des années et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'était pour le premier point. Ensuite, le second point, évidemment, une fois qu'on a connaissance de tout ça, ça va être d'ajuster et de réduire ses dépenses. Et là, on va rentrer dans une phase que j'aime bien finalement, qui est assez sympa. Ça va être de faire un petit peu la chasse aux économies. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous allez tout simplement reprendre chaque point un par un et voir comment vous pouvez optimiser chaque point. Et ça, c'est une étape qui est clairement indispensable, et rares sont les personnes qui font ça. Enfin, moi, je sais qu'autour de moi, je connais très peu de personnes qui font de l'optimisation de leurs dépenses. En général, on a un forfait mobile depuis 3-4 ans,
il est bien, ça me suffit, je suis prélevé de 40 € par mois, mais c'est pas grave. Et c'est le cas pour plein de choses. Il y a des forfaits, des fois qu'on prend, des abonnements qu'on a pu prendre il y a quelques années qui augmentent. Il y a des choses qui sont pas actualisées, il y a des assurances, il y a des mutuelles, il y a plein d'abonnements, de trucs, des fois, on n'en a même pas conscience, mais ça augmente en fait. Et on se retrouve à payer quelque chose dont on n'a pas réellement soit le besoin au moment actuel, soit on n'en a plus réellement besoin, soit il y a des alternatives qui sont moins chères. Et là, ça va être un petit peu la chasse, la guerre. Donc, en résumé là, vous reprenez chaque point un par un, et pour plusieurs points, je vais vous donner comme ça quelques exemples, mais je pense que je vous ferai du contenu vidéo sur ça afin de vous aider. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet au niveau des abonnements, mais voilà, on va prendre par exemple le cas des abonnements téléphoniques. Pour la petite histoire, je vous raconte une autre anecdote. Bien avant Cyber Indépendant, j'ai travaillé, mon premier travail, c'était d'être vendeur conseiller dans la téléphonie. Je travaillais chez Orange. En fait, j'étais en BTS en alternance, et c'est là où finalement j'ai appris un petit peu voilà comment fonctionnaient les forfaits, les abonnements, comment on vendait des assurances aussi. Donc j'ai un petit peu compris le principe de l'assurance, tout ce qui était abonnement récurrent, les choses comme ça. Et j'avais le cas de plein de clients qui payaient des forfaits hors de prix. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à travailler dans la téléphonie, c'était en 2011, et Free n'était pas encore arrivé, n'était pas encore sur le marché. Et Orange proposait des forfaits de mémoire à l'époque. C'était des trucs M6 mobile, je crois. Ça coûtait une vingtaine d'euros à peu près. Et on n'avait que 2 heures d'appel et SMS illimité, mais je crois que c'était uniquement le week-end, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, pour les plus jeunes qui vont écouter ce podcast, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ces forfaits? Aujourd'hui, on n'a que des trucs illimités, tout ça. Bien, faut savoir qu'à l'époque, un forfait tout illimité, je crois qu'on en vendait, c'était un forfait Origami Jet, si ma mémoire est bonne, et ça devait coûter dans les 150 € par mois, un truc comme ça. Personne n'avait ce type de forfait finalement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup de personnes, encore en 2013, même 2014, lorsque j'ai arrêté ce travail-là, lorsque j'ai quitté mon job pour me consacrer à une autre passion qui est la musique, j'avais encore plein de clients qui venaient avec des forfaits qui avaient parfois, pour certains, qui avaient été souscrits il y a 5-6 ans. Et en fait, ils payaient des forfaits hors de prix. Je me rappelle d'un client, je crois, qui devait payer 60-70 € par mois pour un forfait avec 4 heures d'appel. Ça n'existait même plus aujourd'hui pour 20 €. À cette époque, mais en 2014, pour 20 €, un peu comme maintenant, même si ça a encore diminué depuis, on avait des forfaits tout illimités. Car quand Free est arrivé, il a complètement cassé le marché en 2012. Et ça, les prix ont été divisés par 2, voire par 3. Et ça, combien de personnes étaient dans ce cas, et combien de personnes aujourd'hui sont dans ce cas? Et peut-être que c'est même votre cas. Et là, je donne l'exemple des forfaits mobiles, mais c'est aussi valable pour les forfaits internet, c'est aussi valable pour les assurances, c'est valable pour tout un tas de choses. Et c'est pour ça qu'il va falloir reprendre chaque point un par un. Voilà, vous allez passer un petit peu de temps, je l'avoue, mais il va falloir trouver des astuces. Donc reprenons par exemple le forfait mobile, parce que c'est quelque chose que je connais super bien finalement. Et encore, je change mon forfait assez régulièrement pour bénéficier toujours des meilleures offres du moment. Mais en fait, il y a plein d'offres, par exemple sur les forfaits mobiles. Là, au moment où je vous enregistre ce podcast, le Black Friday, c'était hier. Il y avait des offres de dingue aujourd'hui sur des forfaits à 7-8 € par mois. Et c'était vraiment bien, quoi. Et voilà, d'où l'intérêt, en fait, de mettre à jour ces dépenses chaque année. Donc, faites un point sur chaque pôle, un par un. Forfait mobile, forfait internet, assurance. Vous pouvez utiliser pour les assurances ou les mutuelles des comparateurs d'assurance. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne super bien. Vous avez le Lynx, par exemple, qui est très bien. Vous en avez d'autres encore. Vous pouvez après comparer comme ça, étudier vos offres. C'est pareil pour tout, finalement. Vous pouvez tout ajuster. Votre forfait aussi EDF, vous n'êtes pas obligé de rester chez Enedis. Vous pouvez changer aussi de fournisseur d'énergie. Et voilà, le but, ça va être de prendre des pôles un par un et de les ajuster, tout simplement. Vous passez 1 heure sur chaque
Paul. Vous en faites 1 ou 2 par semaine si vous travaillez à côté, si vous n'avez pas vraiment le temps de vous occuper de ça. Mais petit à petit, vous allez ajuster et réduire vos dépenses. Et moi, souvent, ce qui est marrant dans ce que je viens de vous raconter, c'est que cette anecdote est assez sympa parce qu'on me demande assez souvent, mais Alexandre, j'ai des forfaits mobiles, j'ai des box internet, j'ai des trucs, mais est-ce que je peux réduire ça? Et j'ai fait ça pour un membre de ma famille et cette personne a gagné 30 ou 40 euros par mois, je crois, sur ses abonnements juste mobiles. Et c'est ça qui est dingue. Et finalement, quand on regarde un petit peu d'un point de vue macro, 40 euros par mois d'économie sur l'année, ça fait presque 500 euros d'économiser. 500 euros sur l'année, ce n'est pas rien. Et ces 500 euros peuvent très bien être mis de côté ou peuvent très bien être investis et vous rapporter plus tard. Voilà, je ne vais pas vous parler d'investissement dans ce podcast-là, mais on en parlera dans un autre podcast. Donc voilà pour ce deuxième point, ajuster et réduire ses dépenses. Une fois que c'est fait, maintenant que vous avez ajusté vos dépenses, normalement, vous avez déjà dû faire des économies. Normalement, vous avez peut-être récupéré des dizaines, voire des centaines d'euros, et ça, je suis sûr que c'est possible, dans toutes vos dépenses. Et maintenant, eh bien, le troisième point, ça va être de commencer à rembourser ses dettes. Alors, j'en ai parlé pareil au début de ce podcast au niveau de l'endettement. J'ai mis sur ce point rembourser ses dettes, mais entre parenthèses, j'ai quand même mis sous certaines conditions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement en prenant mon exemple. Pour la petite histoire, j'ai un crédit voiture, d'une voiture d'ailleurs que j'ai revendue depuis, mais j'ai conservé le crédit voiture qui était associé à la voiture que j'ai vendue maintenant il y a 2 ans. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, tout simplement parce que ce crédit voiture, j'ai un taux qui est, je crois, de mémoire de 1,99%. Donc, c'est un taux qui est quand même assez bas. Et en fait, j'ai préféré garder l'argent plutôt que d'utiliser cet argent et de rembourser, en fait, finalement, mon crédit. J'ai préféré garder l'argent de la revente de la voiture. J'ai préféré tout garder, investir cet argent. C'est là où est l'astuce. Et continuer à payer mon crédit. Pourquoi ? Parce que j'ai des moyens de fructifier cet argent au-delà des 2% du coût d'intérêt que je paye chaque mois sur ce crédit. Je ne sais pas si mon explication est bien claire, mais en gros, j'ai des possibilités, de par mes connaissances, de faire fructifier cet argent au-delà du taux d'emprunt dans lequel j'ai payé ce crédit. Donc voilà, j'avais tout intérêt à faire ça plutôt que de rembourser, de me démunir de mon argent. Et ça, c'est une règle qui est importante, c'est que beaucoup de personnes vont vous dire, lorsqu'on parle de finances personnelles, il faut rembourser ses dettes. Rembourser, il vous faut plus de dettes, il faut être à 0, etc. D'un côté, oui, effectivement, mais c'est plutôt du cas par cas. En fait, il faut voir exactement quel taux vous avez. C'est sûr que si vous avez des taux de dingue à 15-20%, ce genre de crédit-là, il faut vous en débarrasser, il faut fuir ça comme la peste de toute façon. Remboursez ça, débarrassez-vous de ça. Par contre, si vous avez des crédits qui sont assez faibles, eh bien peut-être que au lieu de d'un coup sortir en fait tout l'argent que vous avez de côté pour rembourser un crédit, eh bien, il vaut peut-être mieux garder cet argent, trouver des moyens de le faire fructifier et de continuer à payer votre crédit jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et moi, c'est ce que je vais faire. En fait, c'est on n'est plus finalement, on n'est pas dans une mentalité, dans un mindset, on va dire, de le petit économe qui va chercher à faire des économies. Là, on est clairement dans un état d'esprit un petit peu plus, on va dire, d'investisseur, puisque cet argent, en fait, va me rapporter beaucoup plus ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais vous aborder ici. Mais dans tous les cas, si vous avez aujourd'hui des dettes qui ont des taux assez importants, là, ça va être forcément judicieux de rembourser ces dettes. Pourquoi ? Eh bien déjà pour vous libérer. Faut savoir que les dettes, plus on a de dettes, plus c'est compliqué. On est pris un peu d'assaut. Voilà. Les dettes, en fait, faut les voir comme ça. Ça va finalement grignoter l'argent que vous gagnez. Lorsque vous travaillez, si vous êtes salarié, vous êtes payé à l'heure. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes plutôt payé à la valeur que vous apportez. Eh bien, ça va tout simplement grignoter tous les efforts que vous faites finalement. Et en plus de ça, certains crédits ou certaines dettes ne sont pas forcément utiles. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je prenais des crédits consommation sur des trucs. Maintenant, je le ferai jamais. Je veux dire, des choses complètement débiles. Je me rappelle, j'avais acheté une fois un iPad, c'était il y a 10 ans. J'avais pris ça sur, je crois, 2 ans. C'était mais n'importe quoi, en fait.
avec le recul, maintenant, je me rends compte que c'était pas bien et que il aurait mieux fallu peut-être que j'économise un petit peu et que je m'achète cet iPad. Mais le plus surprenant là-dedans, c'est que si je m'étais peut-être donné un délai de réflexion supplémentaire, peut-être que au bout de quelques jours, cette envie de m'acheter cet iPad serait passée et je n'aurais même pas eu ni le besoin finalement, ni l'envie de me l'acheter et j'aurais économisé probablement 400-500 €. Donc c'est ça aussi qui est important. Et puis éviter aussi les paiements en 4 fois sans frais. Alors c'est sûr que c'est alléchant puisque c'est des crédits, on va dire, gratuits. Mais souvent, le piège là-dedans, c'est que ça nous pousse des fois à acheter des choses qui sont plus chères parce qu'on peut se dire, voilà, je le paye en 4 fois. Mais en fait, à la fin, vous allez le payer de sa valeur totale. Donc, faites aussi attention à ce piège-là. De toute façon, de l'autre côté, on a des personnes qui, tout ce qui est système de crédit, toutes ces banques, finalement, leur intérêt pour eux, c'est que vous preniez des crédits, c'est que vous vous endettiez. C'est logique, c'est leur fonds de commerce finalement, et ils vont faire tout leur possible. Ils vont vous proposer des crédits revolving, des crédits avec des taux qui vont parfois augmenter et diminuer. Bref, faites très attention à ça. Moi, dans tous les cas, j'évite de contracter des crédits. Je n'ai plus de crédit hormis le crédit que je vous ai donné comme exemple, un crédit voiture, d'une voiture que je n'ai même plus. Mais évitez de souscrire à des crédits, sauf si l'objectif derrière, c'est le développement d'une entreprise, c'est d'acheter du matériel professionnel. Voilà. Une fois de plus, je vous ferai peut-être un podcast sur justement tout ce qui va être un petit peu crédit, tout ce qui va être, on va dire, tout ce qui va être plus investissement, un podcast sur l'investissement, pourquoi pas. On va en parler de toute façon un petit peu dans la deuxième partie de ce podcast, mais évitez ce genre de choses, mais que sur certaines... évitez en règle générale ce genre de choses, mais sur certaines conditions, vous pouvez tout de même souscrire à des crédits. Voilà, donc maintenant que vous avez conscience de ce troisième point qui est de rembourser vos dettes, mais sous certaines conditions, on va voir le dernier point qui est de créer ce fonds de sécurité. Et c'est là où, finalement, une fois que vous avez analysé vos dépenses, que vous avez réduit vos dépenses et que vous avez remboursé vos dettes, normalement, vous allez pouvoir vous dégager ce qu'on peut appeler, alors c'est un terme, on va dire d'investisseur plus investisseur immobilier, ce qu'on peut appeler du cash flow. C'est en fait de l'argent qu'il vous reste qui est disponible. C'est de l'argent qui est à votre disposition à la fin du mois. Et c'est à partir de ce moment-là où l'objectif, ça va être de créer ce que moi j'appelle un fonds de sécurité. Ça va être une somme d'argent que vous allez mettre de côté afin de vous assurer qu'en cas de problème, vous avez de l'argent à disposition. C'est tout simplement de l'épargne. On peut appeler ça en fait de l'épargne. Mais pourquoi j'appelle ça un fonds de sécurité? Puisque contrairement à de l'épargne, en fait, on peut épargner sans forcément définir un montant ni un objectif derrière. Un fonds de sécurité, c'est clairement un objectif financier et il y a clairement une stratégie derrière. Le but étant, qu'en cas de problème, en cas de difficulté, vous avez de l'argent, un petit peu comme un coffre dans lequel vous pouvez puiser, voilà, pour éviter de souscrire à un crédit ou pour éviter d'avoir des ennuis. Et comment on calcule ce fonds de sécurité? En fait, le fonds de sécurité est différent de chacun. Ça dépend de votre profil. Ça dépend de votre situation, ça dépend de ce que vous possédez comme bien, ça dépend de plein de choses. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre à quoi ça correspond. On va prendre le cas d'une personne qui est en CDI, qui est fonctionnaire, qui a en quelque sorte une certaine sécurité de l'emploi, qui a une maison qui est payée, qui, on va dire, a une voiture qui est récente et pareil, qui n'a pas de crédit, qui n'a absolument pas de crédit, qui a une voiture qui est récente, qui roule bien, qui n'a pas, on va dire, de biens à avoir, qui n'est pas dans la difficulté, on va dire. Cette personne, elle peut tout simplement avoir un fonds de sécurité qui correspond à 3 mois de dépenses mensuelles. C'est-à-dire que dans le premier point, on a analysé vos dépenses mensuelles. Combien vous dépensez? Si cette personne a besoin de 1 000 € par mois pour vivre, et par rapport à sa situation qui est quand même plutôt stable et plutôt sécurisée, 3 mois d'avance, ça devrait lui suffire. C'est-à-dire qu'elle peut se contenter d'avoir que 3 mois d'avance.
Autrement dit, 3 000 € de côté, en cas de problème, elle peut largement subvenir à ses besoins, puisque elle a la sécurité de l'emploi, elle a une maison qui est déjà payée, elle a aucun crédit et elle a des biens qui sont assez récents, des biens assez neufs. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir plus d'argent. Contrairement à ça, on va prendre le cas par exemple d'un entrepreneur. Là, ça me concerne un petit peu plus. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui va être locataire, qui va avoir des revenus un petit peu en dents de scie, mais on va dire que cette personne dépense aussi également à peu près 1 000 € par mois, mais qui a une situation qui est, on va dire, un petit peu moins sécurisée, un petit peu plus risquée. Et bien là, cette personne, il va pas falloir qu'elle ait que 3 mois d'avance de fonds de sécurité. Il va pas falloir que cette personne n'ait que 3 mois, c'est-à-dire 3 000 €. Il va falloir plutôt, cette fois, aller chercher les 6 mois, voire les 12 mois peut-être d'avance. C'est-à-dire que peut-être que cette personne va avoir besoin par sécurité d'avoir 12 000 € d'avance, 6 ou 12 000 € d'avance pour être tranquille. Car en cas de problème, voilà, cette personne aurait besoin de plus d'argent de côté pour subvenir à ses besoins. Donc c'est là où vous devez penser à vous construire le plus tôt possible finalement son fonds de sécurité. Car si vous n'avez pas de fonds de sécurité, comme je vous l'ai dit, ça peut coincer. Une voiture qui lâche, une machine à laver, un truc, si vous n'avez pas d'argent de côté, et si vous ne savez pas réellement combien mettre de côté aussi, parce que ça peut être un problème, prendre un crédit pour une machine à laver parce qu'elle est tombée en panne, c'est compliqué, et c'est peut-être même pas forcément bon puisque la machine à laver, on va la payer beaucoup plus cher. Prendre un crédit ou emprunter de l'argent, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, ce 4e point, créez-vous votre fonds de sécurité. C'est important et ça permet, comme ça, de voir un petit peu les choses arriver et d'être également plus serein. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast au niveau des finances personnelles. Je vous ferai une 2e partie dans laquelle on va parler comment augmenter, comment commencer à investir, comment augmenter votre patrimoine. Voilà, j'aborderai plusieurs points que j'ai un petit peu abordés dans ce podcast-là, mais voilà, pour conserver la durée à peu près de 30 minutes des podcasts, on va s'arrêter là, on se reverra, vous allez me réécouter plutôt dans un prochain podcast dédié à l'investissement, mais je voulais juste clôturer par les 4 points qu'on a vus. Je vous fais un dernier récapitulatif. Donc le premier point, c'est de connaître et d'analyser ses dépenses. Le 2e point, d'ajuster et de réduire ses dépenses. Le 3e point, de rembourser ses dettes sous certaines conditions, attention. Et le 4e point, de se créer son fonds de sécurité. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous devriez avoir un lien qui apparaît autour de ce podcast. Ça dépend sur la plateforme dans laquelle vous m'écoutez. Et je suis heureux aussi de vous annoncer que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je suis sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, bref, toutes les plateformes. Il y en a même certaines que je ne connais pas trop. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de rendre le podcast le plus accessible et disponible possible à un maximum de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif sur le podcast, un j'aime, bref, tout ce qu'il est possible de faire. Et en attendant, je vous souhaite 2 choses. Bonne gestion de vos finances personnelles et à votre succès. Salut les cyberindépendants et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va s'attaquer à la 2e partie dédiée aux finances personnelles. Alors si vous avez suivi la première partie, dans cette première partie, on a vu en 4 points comment reprendre le contrôle de vos finances. Le premier point, c'était de connaître et d'analyser vos dépenses. Donc je vous avais expliqué différents moyens de pointer toutes vos dépenses et de savoir un petit peu où vous en êtes. Le 2e point, c'était comment ajuster et réduire ses dépenses. Le 3e point, on a vu comment rembourser ses dettes, si d'ailleurs c'était judicieux de le faire ou pas, sous certaines conditions. Et le 4e point, c'était de créer son fonds de sécurité. Donc je vous ai expliqué à quoi ça correspondait. Donc, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire. Vous pourrez me retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer,
Apple Podcast et voilà, même sur d'autres plateformes que je connais pas trop. J'ai réussi grâce à une plateforme qui s'appelle Ocha d'ailleurs, que j'ai découvert il y a quelques temps, à diffuser comme ça en quelques clics sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour suivre mes podcasts. Voilà, je ne m'attends pas à recevoir des messages du genre je ne sais pas où te retrouver, etc. C'est tout simple, vous allez sur votre service de podcast ou d'audio préféré, style Spotify, Apple Music et tout ça. Vous tapez Cyber Indépendant ou Alexandre Cyber Indépendant et vous allez pouvoir accéder à tous mes podcasts. Voilà, je tenais à préciser ça parce que c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui ne m'ont pas découvert encore sur toutes les plateformes. Donc voilà, je vois un petit peu les statistiques. Je me rends compte que sur Apple Podcast apparemment ça fonctionne bien, sur Spotify un peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me retrouver sur votre plateforme préférée. Alors, comme prévu, on va s'attaquer dans cette deuxième partie, et bien cette fois, à comment améliorer sensiblement vos finances personnelles et comment finalement vous enrichir. On va vraiment, dans ce podcast, dédier l'intégralité de celui-ci à l'enrichissement personnel. Donc, on a vu dans le précédent un petit peu comment faire du ménage en quelque sorte, comment repartir de zéro et comment repartir sur de bonnes bases. Et maintenant, dans celui-ci, dans cette deuxième partie, on va voir comment s'enrichir. Et tout d'abord, la première leçon, elle vient d'un livre, d'ailleurs que je vous invite à lire, qui est vraiment excellent, qui est pour moi clairement le livre numéro 1 de la gestion de ses finances personnelles. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'en ai parlé à de nombreuses reprises et c'est vraiment un livre en fait qui m'a permis d'avoir un déclic au niveau de la gestion de mes finances. Je vous le dis un petit peu avant, je faisais carrément n'importe quoi. J'avais acheté une voiture à crédit, j'ai acheté tout et n'importe quoi avec des crédits. Je vous en ai parlé un petit peu dans la première partie, mais voilà, pendant très longtemps, le premier jour finalement que j'ai eu mon compte bancaire, j'ai commencé à faire n'importe quoi et il m'a fallu 8 ans à peu près, 7 ans exactement, j'ai commencé à prendre conscience de ça lorsque j'avais 25 ans. Donc de 18 à 25 ans, j'étais zéro niveau gestion financière. Donc je pars quand même un peu de loin, j'ai eu pas mal de difficultés financières à certaines périodes de ma vie, notamment avec des patrons qui ne me payaient pas, etc. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas je pars de loin. Et vraiment ce livre m'a clairement ouvert les yeux sur la gestion des finances personnelles. Et c'était quelque chose à la base qui m'était complètement inconnu. Je m'en rappelle il y a très longtemps, un rendez-vous que j'avais eu avec ma banquière et qui m'avait dit écoutez, voilà, il faudrait investir un petit peu, avoir un petit peu d'argent de côté parce que là vous finissez tous les mois, vous êtes à zéro quoi. Et moi je lui avais dit non, écoutez, moi ça me va très bien comme ça, voilà, j'ai mon salaire, je gagne 1300 1400 euros au début quand j'ai commencé à travailler, voilà, à la fin il me reste zéro, pour moi tout est bon, du moment que je suis pas à découvert, c'est bon. Et c'est là effectivement que se posait un vrai problème qui est l'enrichissement personnel. Et c'est là où le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, était pour moi un petit peu une réponse, on va dire, à certaines interrogations que j'avais au fur et à mesure, parce que c'est vrai que je me disais tous les mois je finis à zéro, mais s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire en fait? Et c'est vraiment là où ce livre a été pour moi une véritable révélation. Alors dans ce podcast, je ne vais pas vous faire un résumé du livre, c'est pas le but, mais je vais juste revenir sur une ou deux leçons qu'enseigne Robert Kiyosaki dans son livre. La première leçon, c'est tout d'abord de définir ce qu'est un actif et un passif. Et ça en fait, c'est un petit peu à la source de tout, c'est-à-dire que quand on achète quelque chose, souvent on se pose pas trop la question. On l'achète par envie, on l'achète parce que les autres l'ont et c'est pas mal, c'est tendance. On l'achète pour se faire plaisir, on l'achète pour aussi peut-être montrer qu'on a réussi d'une certaine manière, ce qui est d'un certain point totalement faux, mais ça on en parlera dans un autre podcast éventuellement. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est de définir ce qu'est un actif et un passif. Et je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. En gros, un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va retirer
de l'argent de votre poche. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez voir, je pense que ça va être un petit peu plus clair. Un actif, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, eh bien ça peut être, par exemple, de créer un business. Ça peut être, je sais pas, vous achetez, par exemple, quelque chose que vous louez, par exemple, vous achetez une maison que vous mettez en location, eh bien ça vous rapporte de l'argent et donc c'est un actif. Votre travail, si vous êtes aujourd'hui salarié ou que vous avez un business, que ce soit même un business physique, par exemple, voilà, vous avez un restaurant, par exemple, eh bien, c'est un actif. Ça vous met de l'argent dans votre poche. Alors, bien sûr, vous en sortez peut-être un petit peu, voilà, si vous avez des salariés, si vous avez un loyer à payer ou un crédit, par exemple, dans le cas d'une location, mais à la fin, cette opération est un actif. Un passif, eh bien, c'est tout l'inverse. C'est de l'argent qui sort de votre poche. Donc là, eh bien, ça peut être une voiture, par exemple, qui est très souvent, qui est à 95% du temps un passif. C'est-à-dire que la voiture, vous l'achetez neuve, par exemple 30 000 euros, eh bien voilà, au bout de 5-10 ans, la voiture, son prix a été divisé par 2, 3 ou même 4. Ça dépend après de l'état du véhicule. Donc dans tous les cas, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Un actif vous permet de gagner, vous permet de mettre de l'argent dans votre poche, et un passif retire de l'argent de votre poche. Et déjà, dès du moment où vous avez compris ça, déjà, en fait, ça va devenir, moi dans mon cas au début, c'était un peu bizarre. C'est vrai que quand j'avais entendu parler de ça, je me disais, mais je comprends pas, un actif, ok, ça me met de l'argent dans ma poche, mais un passif. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de cette première leçon extraite du livre Père riche, Père pauvre, c'est que si vous cumulez les passifs, vous n'allez pas pouvoir vous enrichir. C'est mathématique. Quelqu'un qui a plus d'actifs que de passifs va s'enrichir. Quelqu'un qui a plus de passifs que d'actifs va s'enrichir. Alors, d'une certaine manière, aujourd'hui, vous pouvez avoir plein de petits actifs, mais avoir tellement des gros passifs derrière que ça vous casse tout. Mais en règle générale, il faut en fait tout simplement privilégier les actifs au détriment des passifs. Et c'est ce que font la plupart, c'est ce que ne font pas la plupart des gens, c'est que, en général, ce qu'on fait, c'est que on se focalise sur les passifs. Et un passif, eh bien, ça va être une nouvelle télévision, ça va être une nouvelle voiture, ça va être un nouveau téléphone. Et toutes ces choses-là, en fait, vous allez les acheter à un moment T, et le prix de ces objets va perdre en valeur et vous allez perdre de l'argent, puisque en soi, ce n'est pas des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Et quelqu'un qui cumule des passifs, finit par, perdre de l'argent, finalement ne s'enrichit pas, et peut prendre aussi le risque, très souvent les personnes en fait s'endettent, donc contractent des crédits pour acheter des passifs, et c'est encore plus grave finalement, puisque finalement le crédit en lui-même coûte de l'argent, et en plus ce qu'on achète fait perdre de l'argent. Donc au final, voilà, ça fait un petit peu un effet boule de neige inversé, et au final on s'endette et on perd de l'argent. Alors qu'un actif, c'est tout l'inverse finalement, on investit dans quelque chose qui après nous rapporte de l'argent. Et en fait la règle vraiment à retenir de ça, c'est qu'il faut privilégier les actifs, et il faut même aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous ne devez pas vivre sans passif. En fait, ça serait complètement ridicule de dire ok, bon, alors si je suis bien ce que me dit Alexandre, là pour le coup, je dois supprimer tous les passifs de ma vie et je dois en fait me concentrer que sur les actifs. C'est-à-dire que j'achète que des choses qui vont me rapporter de l'argent. En fait, non, parce que on a forcément besoin d'une voiture, on a forcément besoin d'un téléphone, on a forcément besoin de certaines choses sous une moindre mesure. Effectivement, est-ce que c'est judicieux d'avoir un téléphone à 1500 € si c'est juste pour aller sur Facebook ? Voilà, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une voiture à 50, 60, 70 000 € si finalement on ne roule pas ou que l'on n'est pas réellement passionné par l'automobile? Voilà, il y a après des questions à se poser au niveau de ça, si c'est judicieux ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous souhaitez vous enrichir, déjà, une leçon très importante, c'est de privilégier les actifs, mais c'est surtout que ces actifs doivent financer ces passifs.
Et j'ai souvent cette image qui me vient en tête, c'est un petit peu l'image un peu d'un jardinier en fait qui va planter des graines dans un champ, dans un jardin, peu importe. Et en fait, chaque graine plantée est un actif et cet actif petit à petit grossit en fait. Et voilà, ça devient au début c'est un petit arbre, ensuite ça devient un grand arbre et ensuite ça devient un arbre fruitier qui rapporte des fruits et on peut on récupère finalement les fruits de cet arbre en fait. Alors que la plupart des gens en fait vont se contenter de juste travailler finalement, de chercher un travail ou de développer une activité et en fait vont récolter des fruits ailleurs. Et penser rapidement comme ça, en fait, avec cette notion d'actif-passif et les conseils que je vais vous donner juste après, eh bien, ça permet de réellement se créer un patrimoine et de se créer un enrichissement, en fait, qui va, au fil des années, vous rapporter et peut-être même vous permettre d'être rentier au bout de quelques années. Et ça, voilà. Alors, l'image du rentier, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais non, mais quelqu'un qui est rentier, c'est quelqu'un qui a gagné au loto, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte qu'avec ce genre de calcul, avec ce genre de connaissances, on se rend compte que finalement, alors ça prendra le temps que ça pourra, mais il est possible que on devienne rentier au bout de quelques années, notamment grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce à d'autres placements, grâce à des business, etc. Il y a plein de possibilités. Alors maintenant, on va s'attaquer au 5e point. Dans le précédent podcast, on avait vu 4 points, je vous les ai résumés au début de celui-ci. Il nous reste 2 points finalement à voir, le 5e et le 6e. Et le 5e point, eh bien, comment s'enrichir maintenant. On a vu réellement comment réduire vos dépenses, comment gérer vos dépenses. Maintenant, c'est bien beau, mais on peut pas tirer le plus bas possible. En fait, il y a des dépenses qui sont incompressibles. Il y a toujours, moi j'ai vu des fois des vidéos, notamment sur la gestion de l'argent, où il y a des personnes qui sont vraiment là à vous dire, vous pouvez tout raboter, même les courses, faut jouer avec vous savez, les bons de réduction, ce genre de trucs. Passer 1 heure à la caisse pour gagner 50 centimes sur un paquet de lessive ou ce genre de trucs. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. Faut comprendre que réduire ses dépenses, c'est bien. On l'a vu dans le premier épisode, dans la première partie de ce podcast. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas non plus, on peut pas vivre dans une tente et tout faire soi-même. Enfin, c'est pas possible. L'autre solution, c'est si on ne peut plus compresser ses dépenses, eh bien, on en vient à notre 5e point, ça va être de multiplier ses sources de revenus. Et ça, c'est une leçon aussi qu'enseigne Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, c'est que vous devez vous occuper de vos propres affaires. Et combien aujourd'hui, de personnes qui ont leur travail, qui sont salariés, aujourd'hui, rares sont les personnes qui, à côté de leur activité principale, ont une activité pour elles. Et c'est là où on se dit, finalement, c'est dommage, en fait. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire que juste, on va dire, de se contenter de son travail, vous pouvez passer à côté de pas mal d'opportunités. Alors, évidemment, ce que je vais dire là ne va pas toucher tout le monde. Il y a des personnes qui font leur travail, qui travaillent énormément, et ça leur convient. Il n'y a aucun souci. Mais je suppose que si vous écoutez ce podcast-là, vous souhaitez reprendre en main vos finances et d'une certaine manière aussi vous enrichir. Donc forcément, il va falloir faire aussi un petit peu ce que je vous dis dans ce podcast, tout simplement. Alors, la 5e règle, vraiment, ça va être de multiplier ses sources de revenus. Et pour ça, pour moi, il y a 2 catégories. C'est assez simple. Et on a d'un côté les business en ligne. Donc ça, c'est ce que je fais depuis maintenant quelques années. Je vous en parle pas mal sur ma chaîne YouTube. Je vous en parle même énormément, que ce soit dans les podcasts, dans les vidéos, tout ça. Et on a ensuite les business physiques. Donc là, c'est un petit peu des activités qu'on peut faire, qu'on fait plus en physique, on va dire directement en dehors un peu d'internet. Donc je vais vous donner plusieurs exemples pour ces différents points. Notamment, on va parler en premier des business en ligne. C'est ma particularité. C'est vraiment là où j'ai vraiment une vraie expertise. On peut faire plein de choses en fait dans les business en ligne. C'est là où on se rend compte que moi je suis dedans en fait depuis presque 4 ans. Et toutes les semaines, en fait, je découvre de nouvelles opportunités. Et les opportunités sont extrêmement nombreuses, en fait. On peut faire du coaching, donc
on a tous en fait des compétences. Je veux dire, si aujourd'hui vous êtes passionné, je sais pas, de piano, vous savez jouer du piano, vous êtes passionné, je sais pas, par plein de choses en fait, vous pouvez partager vos connaissances et vous pouvez gagner de l'argent en les partageant. Et ça, il y a plein de possibilités. Donc il y a le coaching, il y a l'infoprenariat, le fait de vendre des produits digitaux. Ça, c'est aussi ce que je vous enseigne, notamment dans mes formations et même dans mes formations gratuites. Donc vous n'avez plus d'excuses finalement pour ça. On peut créer une boutique e-commerce, on peut faire de l'affiliation. Voilà, il y a plein de possibilités qui existent et il y en a de plus en plus. On voit aujourd'hui toute la tendance qu'il y a avec la crypto-monnaie, les NFT. Même maintenant, on arrive un petit peu à ça, mais les play to earn, c'est-à-dire des jeux dans lesquels vous jouez et vous êtes récompensé avec de la crypto-monnaie, avec des NFT ou ce genre de choses que vous pouvez, dans le cas des NFT, revendre et gagner de l'argent derrière. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Le but étant quand même de faire quelque chose qui vous convient, de faire une chose qui vous plaît de faire en fait. Faire par exemple du e-commerce à contre-cœur alors que vous n'aimez pas vendre les produits que vous vendez ou faire des vidéos alors que vous n'avez pas réellement envie de montrer votre visage ou de créer du contenu. Le faites pas, tout simplement. Et puis, il y a aussi les business physiques, et là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Alors, je maîtrise un peu moins, mais pour vous donner quelques exemples, vous pouvez faire, par exemple, de l'achat-revente. C'est-à-dire acheter des voitures, par exemple, et les revendre plus cher, si vous avez des connaissances en mécanique. Vous pouvez faire pareil avec des ordinateurs, par exemple. Vous achetez différents ordinateurs, vous les réparez, et puis vous pouvez les revendre plus cher. Des fois, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un disque dur ou un truc, vous pouvez bricoler ça et revendre ça. Il y a plein de sites qui vous permettent de le faire. Vous pouvez ensuite acheter des petits business physiques. Il y a par exemple les laveries automatiques. Alors ça, je sais que c'est un truc qui rapporte pas mal et qui est assez passif. Mais finalement, si vous avez possibilité, vous pouvez le faire. Il y a plein d'autres business. Après, le but c'est pas de vous faire une liste, mais de vous donner comme ça quelques idées. Et puis après, c'est surtout à vous de voir en fonction de ce que vous aimez faire et en fonction d'où vous vous situez aussi, parce que ouvrir une laverie dans un petit village où il y a que 500 habitants, c'est pas forcément judicieux, mais pour les grandes villes où il y a pas mal par exemple d'étudiants ou quoi, ça peut être intéressant. Donc il y a plein en fait autour de nous, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plein d'opportunités et le rôle d'un entrepreneur, puisque là on parle en quelque sorte d'entrepreneuriat, puisque on crée un business, c'est de tout simplement apporter une solution à un problème existant et d'être rémunéré en conséquence. Je reprends l'exemple du business en ligne. Vous êtes passionné par exemple, je donne toujours cet exemple, je vais essayer de changer, j'en ai marre de donner l'exemple de la cuisine, mais je peux vous donner par exemple l'exemple d'un développeur par exemple. À côté de votre travail, vous êtes développeur, c'est-à-dire que vous codez sous Python par exemple, qui est un code de développement, et vous aimez ça, c'est votre passion. Et je vois d'ailleurs des personnes sur YouTube qui commencent de plus en plus à parler de code, comment coder une application, comment faire ça avec le code, etc. Vous pouvez très bien vendre du coaching autour du code, faire des vidéos et vendre des formations autour du code, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Et ça, si aujourd'hui vous avez une activité aussi qui vous permet de le faire, parce que toutes les activités aussi ne permettent pas, à côté de ça, de faire votre propre activité. Je pense notamment aux fonctionnaires qui, en général, sont assez bloqués sur ça. J'ai le cas d'un ami qui ne pouvait pas se lancer en tant qu'entrepreneur en parallèle de son travail. Donc ça, faut vous renseigner. Mais il est possible de faire plein de choses. Et pareil pour les business physiques. Je vais pas vous redonner des exemples, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites en termes de création. Je vous ai dit, achat-revente, ça peut être un très bon moyen de débuter et de vous faire une source de revenus parallèle. Et en fait, c'est ça l'idée de Robert Kiyosaki dans son livre, et même l'idée que j'applique au quotidien, c'est de multiplier ses sources de revenus. D'un côté, pour augmenter son enrichissement, pour augmenter ses gains, et de l'autre aussi, pour diminuer le risque. Parce que
quelqu'un qui est salarié aujourd'hui, qui a son travail, qui a derrière ses passifs en quelque sorte, une voiture à crédit, ce genre de choses, le jour où il perd son emploi, et ça arrive, peu importe l'emploi finalement, ça peut arriver du jour au lendemain, même si derrière, voilà, vous pouvez avoir des aides et tout ça, mais malheureusement, des fois, pour X raisons, vous pouvez vous retrouver comme ça, sans emploi et sans accompagnement derrière. Eh bien, sans source de revenus, avec qu'une seule source de revenus, vous ne dépendez que de ça, eh bien vous êtes obligé de trouver rapidement un travail ailleurs, etc. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, et comme je le dis depuis longtemps, et je crois que je l'avais dit ça dans une vieille vidéo que j'ai faite maintenant, et oui, ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos, eh bien moi dans mon cas, je préfère avoir 10 sources de revenus qui me rapportent chacune 100 € par mois, plutôt qu'une seule qui me rapporte 1000 € par mois. Parce que le jour où j'en ai une sur les 10 qui lâche, mais il m'en reste 9 autres derrière. Alors que si j'en ai qu'une, eh bien le jour où ça se passe mal, je me retrouve à 0. Donc c'est ça aussi l'importance de diversifier ses sources de revenus. Et justement, on va attaquer le 6e et dernier point de ces 2 podcasts dédiés aux finances personnelles. Et le dernier point, vous en doutez, je pense, forcément, on a parlé de sources de revenus. Il manque quand même quelque chose de primordial aujourd'hui, c'est d'investir son argent. Et ça, on a vu comment créer un fonds de sécurité, c'était le 4e point du premier podcast. C'est bien d'avoir de l'argent de côté, mais il faut aussi que cet argent rapporte. Et pour terminer sur ce point-là, je vais évoquer une phrase de Robert Kiyosaki dans son livre « Toujours le même, Père riche, Père pauvre ». Ne travaillez pas pour l'argent, mais c'est l'argent qui doit travailler pour vous. Et ça, en fait, cette phrase, je la trouve exceptionnelle, puisque travailler pour l'argent, finalement, ça se résume très souvent à échanger son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que vous allez à votre travail, vous travaillez de 9h à 17h, et en échange de ce temps que vous accordez dans cette entreprise, vous allez être rémunéré en conséquence. Voilà, ce qui a été défini par le biais d'un contrat de travail et toutes ces choses-là. Travailler pour l'argent, c'est en fait ce que font la plupart des personnes aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de penser l'inverse et de faire de trouver une solution, et allez toutes trouver puisque je vais vous la donner, c'est de faire le nécessaire pour que l'argent que vous avez travaille automatiquement pour vous. Et c'est là où finalement il y a pas mal de solutions. Alors je vais vous en donner 3, après il y en a plein d'autres. Pareil, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur différentes manières d'investir son argent. Alors je tiens aussi toujours, c'est important, ce disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne peux pas en fait vous dire faites ci, faites ça. Voilà, il faut être réellement, alors je sais même pas exactement ce qu'il faut, honnêtement je vous le dis, mais je ne peux pas vous donner des conseils financiers. Ce que je vous partage juste, c'est différentes connaissances que j'ai acquises en lisant des livres, en suivant des formations, et c'est aussi un retour personnel de tout ça. Donc, comment investir son argent? Après, il y a plusieurs solutions. Les plus connues aujourd'hui, c'est très souvent ce que tout le monde peut vous dire, toutes les personnes qui sont là-dedans, ça va être la bourse, l'immobilier, et je dirais en 3e, les crypto-monnaies qui sont quand même une grande tendance ces derniers mois. Donc, pour revenir un petit peu à la base, la bourse, c'est tout simplement d'acheter des titres, d'acheter des actions, d'acheter ce qu'on peut appeler aussi des ETF, des trackers, qui sont un pack en gros d'actions. On a des obligations, etc. Donc c'est le marché boursier. Il y a quelques années, moi ça me paraissait tellement loin. Quand j'entendais parler de bourse, je m'imaginais que je devais être en costard derrière mon ordi à suivre des courbes toute la journée et à cliquer dans tous les sens pour, en gros, un peu jouer au casino, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ça. La bourse, j'avais vraiment cette image là qui collait derrière. En plus, à ce moment-là, le loup de Wall Street était sorti. Enfin, je me rappelle, j'avais vraiment une image assez négative finalement de la bourse, alors qu'en fait, c'est plutôt positif finalement. On peut investir dans des entreprises ou dans des projets qui nous conviennent, les nouvelles technologies, le développement durable, etc. Il y a plein de choses. C'est pas si compliqué que ça, puisque aujourd'hui il y a des stratégies de DCA, par exemple. La stratégie du DCA, c'est une stratégie que je recommande et que j'applique. C'est de tout simplement investir tous les mois la même chose sans se soucier du marché, c'est-à-dire que je ne regarde même pas le marché de la bourse. Je ne prends même pas le temps de le faire, je regarde un peu de temps en temps. Mais honnêtement, je suis pas là à regarder les courbes tous les jours, mais
j'investis tous les jours la même somme, tous les mois la même somme, et à la fin du compte, en fait, je m'y retrouve assez bien. Voilà, on va dire, c'est à peu près l'avantage de la bourse, en fait, c'est qu'on a un historique d'à peu près un siècle. Donc voilà, on sait ce qui marche, on commence à savoir ce qui marche pas. Et par exemple, je vais vous donner une stratégie toute simple. Moi, j'investis dans un ETF, donc qui est un pack en fait d'actions. En gros, voilà, en un clic, ça me permet d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Et globalement, tous les ans, on a une moyenne annuelle de 8 à 10%. Donc tous les ans, voilà, je fais à peu près 8 à 10%. Alors, il y a des années, ça peut être en négatif. Il y a des années où ça peut être que de 5%. Mais avec certaines années où ça fait plus 20%, ou des années où ça explose, en fait, on a une moyenne annualisée depuis, je crois que c'est 90 ans pour le cas de S&P 500. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais en gros, voilà, on fait à peu près 10% annuel. Et 10% annuel, on est bien loin d'un livret A qui est à 0,5. Hein. C'est x20 finalement par rapport à un livret A. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a l'immobilier aussi, qui est une stratégie. Alors, je m'étais penché sur l'immobilier il y a quelques temps, j'ai vu des problèmes, puis il y avait surtout le Covid qui est arrivé à ce moment-là. Donc, je me suis un peu retiré de l'immobilier, mais je continue un petit peu à me renseigner là-dessus, et je pense qu'un jour, je franchirai le pas au niveau de l'immobilier. Ce qui coince, dans mon cas, principalement l'immobilier, et ce qui peut peut-être vous coincer aussi, c'est la situation. Il faut savoir que pour emprunter auprès d'une banque, très souvent, il faut avoir justement plus d'actifs que de passifs. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, si vous avez une situation qui est un petit peu compliquée, vous avez des revenus en dents de scie et que vous n'avez pas de patrimoine ou pas trop d'argent de côté, la banque ne va pas vous prêter de l'argent. Enfin, ça va être très très compliqué. Donc voilà, en général, moi c'est un peu ça en fait qui me rebute. Et puis aussi certains trucs qui me rebutent, notamment avec des artisans, tout le temps les petits problèmes à gérer. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime trop avoir trop de problèmes finalement, surtout voilà, moi, je suis pas un grand bricoleur, donc si à chaque fois je me dis je dois avoir affaire à un artisan ou quoi pour tout et n'importe quoi, j'ai justement un petit peu peur de ça. Donc il y a encore des croyances limitantes encore dessus, je pense des croyances limitantes, et je dois encore un peu me pencher sur le sujet, mais je pense qu'un jour, voilà, j'investirai dans l'immobilier. En tout cas, c'est en projet. Donc l'immobilier, en résumé, voilà, c'est le fait d'acheter des biens, donc des maisons, des immeubles de rapport. C'est un immeuble où il y a plusieurs appartements à l'intérieur, ou un appartement par exemple, de faire des travaux si nécessaire. On peut même acheter du neuf, mais en général c'est pas très rentable, il me semble, notamment en France. Et ensuite derrière, on loue en fait ce bien, on trouve un locataire, on s'assure que ce locataire évidemment paye bien ce qu'il doit payer, et à la fin on fait une opération dans laquelle le locataire en fait rembourse, en payant son loyer, il rembourse le crédit que l'on a, et voilà, au moins si le locataire rembourse le crédit, au bout de 15-20 ans, c'est que du bénéfice finalement. Le bien immobilier a été remboursé, et après c'est que de l'argent qui va rentrer dans le bien. Bon, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'immobilier. Je vous ai vraiment donné un point de vue assez basique, mais c'était juste histoire de vous parler des possibilités. Et puis enfin, il y a les crypto-monnaies. Donc ça, les crypto-monnaies, ça existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on en entend énormément parler ces derniers mois, des fois pour des mauvaises raisons, parfois pour des bonnes. Alors voilà, dès que le marché chute un petit peu, ça y est, c'est l'affolement, c'est la fin, ça, c'est la mort des crypto-monnaies, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste une correction du marché. C'est-à-dire que le Bitcoin a littéralement explosé ces derniers mois, donc forcément voilà, quand ça baisse, c'est ce qu'on appelle une correction. Mais voilà, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, ce ne sont pas des monnaies comme l'euro, le dollar, le yen, etc. Ce ne sont pas des monnaies qui sont gérées par des États. En fait, c'est des monnaies, on va dire, plutôt libres, numériques, des monnaies non traditionnelles, et qui ont pour la plupart quand même connu une assez grande croissance ces dernières années. Je peux vous donner le cas du Bitcoin qui coûtait, je crois en 2013 une centaine de dollars, quelque chose comme ça, qui a récemment atteint les 65 000 $. On a le cas de l'Ethereum qui coûtait à peu près
$1 en 2016 et qui aujourd'hui coûte $4500. Donc voilà, après bon, il y a des projets qui ont beaucoup moins marché que ça, il y a eu aussi des scams et ce genre de trucs, mais dans tous les cas, voilà, investir dans les crypto-monnaies, moi je le fais maintenant depuis 3 ans, à peu près 3-4 ans, et je sais que sur la plupart de mes opérations, j'ai été rentable. Donc voilà, j'ai la même stratégie que la bourse finalement, c'est que j'achète à peu près toujours un peu la même chose et je laisse en fait gonfler mon patrimoine au fur et à mesure. Voilà, je suis pas là à faire du trading dans tous les sens. Donc voilà un petit peu pour ces 3 points. Après, il y a d'autres points encore pour investir son argent. Il y a du crédit d'entreprise, par exemple. Ça, j'ai investi dedans depuis 1 an à peu près et ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, on a des choses un petit peu plus obscures, voilà, comme des bots de trading, par exemple, sur le forex ou ce genre de truc. Où là, voilà, faudrait investir qu'une petite partie de son capital et de voir un peu ce que ça donne. Mais il y a un côté un peu casino. Donc, d'un côté, c'est fun, mais de l'autre côté, voilà, est-ce que c'est judicieux de tout mettre dedans? La réponse est non, évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce 2e podcast dédié aux finances personnelles. Voilà, il n'y aura pas de 3e partie puisque on a vraiment vu dans la première comment reprendre le contrôle de vos finances, et dans cette 2e partie, on a vu la notion d'actif passif issu du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Le 5e point était sur la multiplication de ces sources de revenus. Donc je vous ai donné 2 catégories, les business en ligne et les business physiques. Ça peut être par exemple dans les business en ligne du coaching, de l'infoprenariat, vente d'infoproduits, e-commerce. Voilà, il y a plein de possibilités. Dans les business physiques, ça peut être des services, achat-revente de véhicules par exemple, ou voilà, vous achetez une laverie automatique par exemple. Et le 6e point, c'était d'investir son argent. Donc, je vous ai donné 3 catégories d'investissement: la bourse, l'immobilier et les crypto-monnaies. Donc voilà, il y a plein de contenus additionnels que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je parle principalement de crypto-monnaie quand même. J'ai pas fait trop de vidéos sur la bourse, il me semble que j'en ai pas fait, mais à revérifier, vous irez voir par vous-même et vous mettrez un pouce bleu en dessous de mes vidéos, évidemment. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire pour cette 2e partie dédiée aux finances personnelles. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve à très bientôt pour un prochain podcast.